Mais ça devient noir. Hein. C'est pas grave. Je suis pas dessus, puis ça Alors nous disions. Oui, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est toute cette espèce d'architecture-là un peu souterraine et voir comment les choses fonctionnent à l'interne, comment fonctionne la création d'une revue, d'une part sur le plan technique, mais surtout au niveau des sociabilités littéraires. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont participé à ça, il y a tellement de traces physiques de la contre-culture encore aujourd'hui, et qui est aucunement reconnue. La majorité des gens ne savent probablement pas que la géodésique de Buckminster Fuller, c'est un héritage de la pensée contre-culturelle. Et pour moi, c'est à la fois une honte et un bonheur personnel de m'amuser à décortiquer ça, trouver de nouveaux éléments de pensée et réfléchir aussi à l'étiquetage qui a été fait, parce que beaucoup de gens ne s'identifiaient pas nécessairement à la contre-culture a priori. C'est une appellation qui est arrivée plus tard. Les gens vont s'identifier soit comme des freaks, il y en a qui utilisaient le terme les mutants. Donc, il y a différents termes qui étaient en tout cas, en présence. il y avait une mutation qui était en cours et dont tout le monde était conscient sans le formuler. sans le nommer. Sans le nommer. Et c'est qu'ensuite, bon, surtout quand on tombe dans la sphère académique, et c'est ce qui, très dernièrement, attire mon attention, c'est en partie une construction très artificielle que la contre-culture. On essaie de dresser la liste des critères, mais comme n'importe quel mouvement, n'importe quelle configuration culturelle, ça ne fonctionne pas parfaitement. Il y a beaucoup de gens qui sont des électrons libres, qui, oui, utilisent des méthodes qui s'approchent d'un, mais ils s'en éloignent sur un autre niveau. Et je m'intéresse en partie à la construction sociale de la contre-culture par le biais de l'université, parce que beaucoup d'acteurs contre-culturels étaient soit des étudiants de première génération ou sont allés beaucoup plus loin. C'était une donnée démographique du baby-boom. On remarque beaucoup de gens qui ont eu des diplômes élevés, Raoul Duguay, Paul Chamberlain, Lucien Francoeur qui a une maîtrise, même chose pour Claude Beausoleil à mon souvenir, toi qui as complété plus tard un doctorat. Donc les gens avaient accès à un niveau d'éducation qui était complètement quasi inaccessible auparavant, de sorte qu'ils ont pu contribuer à l'édification d'un mythe de la contre-culture, alors que quand on s'intéresse aux données empiriques, factuelles, c'est là qu'on voit qu'il y a des trous un peu partout dans l'histoire. Et moi, je m'amuse à trouver ces trous-là pour voir est-ce que c'est juste que les gens n'ont pas parlé ou parce que c'était pas quelque chose d'avéré. Donc, il y a des événements qui sont grandis à l'échelle quasi mythique. Et si on parle aux gens qui en ont fait partie, on se rend compte, bon, c'est un événement tout à fait normal, c'est simplement qu'ils ont été 40 à écrire à propos de ça. C'était André Roy qui me disait que c'était un peu une époque dorée pour les écrivains, parce qu'il disait on écrivait 3 lignes, on avait des chances d'être dans la presse. Ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Et ça rend la tâche d'autant plus complexe qu'on ne sait plus différencier le vrai du faux. Et pour moi, la contre-culture, c'est en partie ça. C'est quelque chose qui est devenu plus grand que nature. Il y avait des thématiques quand même. Oui, non, c'était intrinsèquement lié au mouvement dans lequel on fonctionnait partout. Là. Tu sais, le premier numéro de Mainmise s'est effectué à la Place des Arts en hommage à Dehoux, le poète Tolly Dehoux. Lui a été consacré par les grands ballets canadiens. Alors, ça a passé peut-être un peu inaperçu à cause des événements d'octobre. Oui, mais il faut dire que déjà, c'est Jean qui a manigancé tout ça. Bien sûr, bien sûr. Qui était ami avec Mme Tcherdaev et Carl lui a proposé l'idée, qui n'a pas été acceptée tout de suite. Fernand Fernand s'est laissé finalement. Oh, oui, il l'a acheté, mais ça a été. Les grands ballets ont joué à guichet fermé à travers la planète. C'est à cause de cet opéra-là qui avait été suggéré par Jean. Tout à fait. Mais là, au moment où ça a sorti, au moment où ça a sorti, ça a été. Les événements d'octobre ont tout chamboulé ça. C'est à cause des événements d'octobre, la presse de Mainmise aurait eu une plus grande vue, une plus grande écoute, je pense. Oui, peut-être. Sûrement. Je voulais dire un détail. Tu parlais de Jerry Boulet tout à l'heure. Jerry Boulet a chanté
chanson avec son groupe, écrite par Jean Basile. Mm. Je ne me rappelle plus laquelle, je retrouve. Tu te souviens de ça? Oui, oui. C'est une chanson d'amour, évidemment. Quelqu'un qui regarde pour qui il éprouve du désir par sa fenêtre. Quelque chose comme ça. En tout cas, il a chanté vraiment bien, pardon. Vraiment, c'était extraordinaire. Moi, il était là, je l'avais rencontré chez Jean. Au moment où ils se sont jasés. Ouais. Et tu as mentionné un peu plus tôt que oui, il existe des grandes thématiques qui sont propres à la contre-culture. Bon, moi, je fédère en partie sous le principe d'harmonie, parce qu'on parle beaucoup des luttes écologiques à l'époque, donc c'est le rapport, l'harmonie humaine-nature, mais aussi les expériences collectives, qui sont l'harmonie entre les individus. Il y a la recherche d'un certain équilibre, qui passe justement par le discours sur la santé, donc les pratiques yogiques et même chose si on prend les chroniques de la mère Michel où il y a plein de recettes pour mieux manger, donc des conseils de nutrition, comment aller voir les cliniques médicales. Donc on essaie de chercher un équilibre pour rebalancer ce que le capitalisme a fait en partie, qui est de viser le travail maximal, la production, sans tomber nécessairement à l'inverse. Oui, il y a eu des groupes marxistes, mais il y en a qui ne s'identifient pas nécessairement à ça quand on lit les revues d'époque. Tout dépend des tendances politiques des uns et des autres. Mais justement, il y a cette grande idée d'harmonie. Il y a Jean-Philippe Warren qui parle de la haine des 4 P, père, prêtre, patron, et il y en a un 4e qui m'échappe, mais il y en a un 4e, mais c'est... C'est dans son livre, là? La patrie. Ouais. Donc, il y a cette haine des rapports traditionnels. Toutefois, les gens ont tendance à, et c'est ce que j'ai observé, recomposer leur propre inventaire personnel, que ce soit sur le plan politique, philosophique. Tout le monde a des données, pas des données, mais des sources disparates, et chacun crée son propre ensemble de valeurs. Et c'est ce qui m'avait intéressé du point de vue de la sociologie des religions. C'est vrai. D'autant plus que les groupes que tu as étudiés, les surréalistes, les gens comme Domal, au Grand Jeu, etc., étaient très intéressés aussi à la religiosité, disons. Pas la religion, mais la spiritualité, quoi. Ouais, on parle en sociologie de les religiosités séculières. Ouais, c'est ça. Donc ça permet d'intégrer, entre autres, le Canadien le Canadien de Montréal comme forme de religiosité. Parce qu'il y a un aspect ritualistique. Il y en a qui vont tout le temps manger le même repas le soir d'un match, à telle heure mettre leur gilet, regarde. Il y a des industries qui tiennent pratiquement du rituel. Par contre, c'est que contrairement au surréalisme, dans la contre-culture, j'ai pas remarqué l'espèce de ligne de parti qu'on peut observer dans un mouvement traditionnel d'avant-garde. Surtout avec des André Breton à la tête. Ouais. Exact. Donc, il n'y a pas eu de pape de la contre-culture, en quelque sorte, parce que c'était une impossibilité structurelle. Sauf que André Breton a joué le rôle du pape. Il a joué le rôle du pape, et c'est pour ça que quand on regarde le surréalisme des années 30, presque tous ceux qui quittent le mouvement, c'est que c'est André Breton qui a dit non, tu quittes. Alors que dans la contre-culture, la réponse aurait probablement été oui, mais t'es qui pour me dire que j'ai pas le droit de faire ça? C'est une attitude complètement différente. Très bien vu. Oui. C'est pour ça que je préfère notamment la notion de mouvement contre-culturel, l'idée d'une configuration culturelle. Il y a eu un moment où il y avait plusieurs institutions, plusieurs acteurs culturels qui travaillaient en partie vers un même but, mais qui avaient le droit aussi de prendre une tangente et décider de faire quelque chose de différent. C'est pour ça qu'on remarque que des fois, certaines revues, dans les 2-3 premiers numéros, vont ressembler, je sais pas, un peu à Mémise dans leur contenu, puis pouf, ils vont partir sur quelque chose de complètement différent. Et c'est ce qui explique l'effervescence. Côté rédaction, il y a autant de points de vue sur un sujet qu'il y a de gens qui vont écrire sur le sujet, alors que dans le surréalisme, à part quelques individus, disons plus, je ne dirais pas marginaux parce qu'on connaît un certain succès, mais Salvador Dali qui a toujours posé la paranoïa critique à l'automatisme psychique pur de Breton ou à d'autres méthodes. Donc il y en a qui ont
qui ont réussi à créer un ballon, alors que dans la contre-culture, même au niveau de la structure, l'idée d'harmonie semble demeurer parce que, au pire, il existe une froideur, mais il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de... à part par certains qui ont quitté la contre-culture, comme Patrick Straham, qui dans Chronique a parfois des pointes assez acerbes. Si je me rappelle bien, c'est dans le premier numéro de Chronique qu'il écorchait un peu Mainmise, d'ailleurs. Ah oui, ça je n'ai pas, oui. Et, Je l'ai pas. je l'ai transcrit quelque part sur mon ordinateur. Ça a été l'occasion d'une rencontre, mais physique, entre lui et Jean Basile, d'ailleurs, qui était assez électrique. Oui, mais moi, j'ai assisté à une partie d'escrime. On a mangé au Mazurka de temps en temps, Ah oui, Jean et moi. Puis, c'était sur la rue Prince-Arthur. D'accord. Puis, Patrick Straham est arrivé là. Alors, ça a été... c'était beau. C'était un bel échange verbal. Des noms d'oiseaux. Des tapes sur la gueule, tu sais. Des tapes sur la gueule. Absolument. Tout en beauté, tout Très en douceur, très poli. C'était de toute beauté. De toute beauté. Disons que par écrit, Straham était moins subtil, à tout le moins. Oui, en effet, oui. Mais surtout que c'est un éditorial d'une revue, donc en général, c'est beaucoup plus coupé au couteau et... retouché, oui. Exact. Et le statut de la technologie, d'après toi, dans tout ça, dans les thématiques et... Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant, non pas paradoxal, mais un rapport plutôt divergent, en ce sens que la technologie, c'est Dieu et le diable en même temps. Ouais. Quand on observe le rapport à la technologie, bon, il y a déjà Gregory Bateson et l'idée de cybernétique qui gagnait... Bon, on reste sur Gregory Bateson parce que ça, c'est un des grands noms, un des très grands noms.